Sud Radio, le débat de la semaine. C'est le moment d'en parler sur Sud Radio puisque la COP26 commence aujourd'hui du côté de Glasgow avec Emmanuel Macron et de nombreux autres chefs d'État étrangers. Question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Faut-il tuer la croissance pour sauver la planète? Vous votez sur Twitter et pour l'instant vous répondez non à 68% d'entre vous. Continuez à voter, à commenter d'ailleurs. On lira quelques-uns de vos commentaires. Pour en débattre avec nous dans le débat de la semaine, Jean-Luc Benamias en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes membre de Place Publique et nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Philippe Charlès. Bonjour à vous. Bonjour. Expert en questions énergétiques, auteur de ce livre L'utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale. C'est publié chez Jacques-Marie Lafon. Peut-être une première question pour Jean-Luc Benamias. Vous êtes écologiste depuis plusieurs décennies, ça c'est vrai, c'est le début de la COP26 depuis Glasgow. Est-ce que on a raison d'opposer croissance et écologie ? Dit comme ça, et la question posée par Sud Radio est un peu directe. Hein. Ouais. Moi, je suis. C'est un peu notre style, hein. Parlons vrai, Jean-Luc. Non, mais c'est normal, il faut faire des questions simples, hein, évidemment. Mais décroissance générale n'a pas beaucoup de sens. Mais décroissance, par exemple, des énergies fossiles, de l'utilisation des énergies fossiles, ça a du sens. On peut parler donc de certains, à certains niveaux de décroissance, d'un certain nombre de productions, de modes de production. Mais par exemple, si je parle d'éducation et de santé, je ne parle pas de décroissance. Peut-être, c'est vrai. On peut en parler avec notre invité Philippe Charlès qui est avec nous. On parle souvent des énergies, c'est notamment l'une de vos spécialités. Oui. Est-ce que c'est possible la croissance verte? Vous répondez que c'est une utopie. Alors, quand je dis que l'utopie de la croissance verte, ça veut dire l'utopie d'une croissance 100% verte, c'est-à-dire d'une croissance qui reposerait uniquement sur des énergies renouvelables intermittentes. Je pense que les énergies renouvelables ont tout à fait leur place dans le mix énergétique. Les experts considèrent qu'on peut aller jusqu'à 30-35% d'énergie renouvelable. Si on y rajoute 12 à 15% d'hydroélectricité, ça fait à peu près la moitié de l'électricité, qui d'ailleurs, il faut le dire, deviendra l'énergie de l'avenir pour remplacer les fossiles, et donc il nous reste un 50% d'électricité qui, si on ne veut plus de charbon, ne pourra se partager qu'entre le gaz et le nucléaire. Entre le gaz et le nucléaire, sauf que le gaz en tant que tel n'est pas renouvelable. Sauf que le gaz n'est pas renouvelable, mais on peut quand même arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Il faut bien différencier zéro fossile de la neutralité carbone. La neutralité carbone voulant dire zéro émission, et donc ça veut dire qu'on va compenser les émissions résiduelles de carbone, par exemple, soit en plantant des arbres avec la bioséquestration, soit avec quelque chose qui est assez contesté qui s'appelle le CCS, qui consiste à réinjecter le carbone dans le sous-sol. Alors c'est contesté, on verra pourquoi dans quelques instants avec vous. Jean-Luc Benamias, quand on parle de sauver la planète, c'est simple, c'est peut-être simpliste, mais après tout c'est la question la plus importante. C'est l'énergie, le premier problème, c'est l'utilisation de l'énergie. Entre autres, c'est le mode de production général, c'est le mode de l'économie libérale ou ultralibérale, qui fait que, c'est toujours le même exemple qu'on prend, mais je le prends encore, quand on mange un yaourt et qu'il fait 3000 km avant d'arriver dans un hypermarché, un supermarché, ça paraît absolument insensé. Et pourtant, c'est une triste réalité encore existante aujourd'hui. Voilà. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les projections par rapport aux productions grâce aux énergies renouvelables. Certaines études donnent bien au-delà de 50% de possibilités. Parce que vous venez de nous dire que c'était des productions intermittentes. Ce qui n'est pas faux pour l'éolien ou le solaire. Mais enfin, le nucléaire, par exemple, vous le savez aussi bien que moi, que les centrales nucléaires sont arrêtées pour la plupart, les différents réacteurs, 3 mois, 6 mois par an pour évidemment remodeler les modèles d'injection, pour remodeler les modèles de rafraîchissement, enfin de refroidissement et tout cela. Donc toute énergie est à peu près intermittente. Sauf peut-être l'hydraulique. Même si, pour l'hydraulique, il faut aussi parfois vérifier que les barrages sont en bon état, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais moi, je suis pour un mix énergétique qui se passe le plus possible dans les 10 ans, 30 ans, 40 ans qui viennent, des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire, car plusieurs rapports, notamment ceux de l'ADEME et d'autres rapports, montrent que si on baisse une partie de la consommation
qui produit d'effets de serre, on peut arriver à cela. Alors évidemment, ça demande des modes de consommation différenciés. Ça ne met pas la société à zéro. Ça n'est pas la société comme si on ne pouvait plus rien manger, plus se déplacer. Ça demande simplement un mode de vie qui soit plus frugal, qui soit pas celui d'aujourd'hui. Voilà. Plus frugal. Alors, bien, Philippe Charlet, après tout, il en parlait, il a raison. Jean-Luc Benamias, il rappelait que, par exemple, un yaourt peut venir de plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose dont on peut se passer ? Alors je dirais qu'il y a une confusion entre ce que j'appellerais la décroissance et l'optimisation de la société de croissance, qui sont deux choses tout à fait différentes. Il ne faut pas perdre de vue, et moi je vais quand même rendre un petit hommage à la société de croissance, que la société de croissance qui est née au début du 19e siècle, de la révolution industrielle, c'est quand même une espérance de vie à 80 ans, c'est quand même une éradication de la mortalité infantile, d'une partie de la criminalité, c'est beaucoup moins de corruption, et c'est même beaucoup moins de pauvreté au niveau mondial. Il ne faut pas perdre de vue que la mondialisation, elle a quand même réduit la pauvreté, enfin la sortie de la pauvreté à 1 milliard de personnes. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Luc Benamias, qu'il y a des réserves d'optimisation de la société de croissance qui sont absolument considérables. En gros, consommer le yaourt qui est produit à côté de chez moi, quoi. Qui est un exemple. Alors, le localisme qu'on essaye de promouvoir n'est pas possible pour tout, mais il est possible, effectivement, pour pas mal de choses. Alors, je prendrai 2 chiffres, simplement. C'est que, un paramètre qui est assez intéressant, c'est l'intensité énergétique, qui est le rapport entre le PIB et la quantité d'énergie dépensée. Elle est d'environ 1 kWh pour produire 1 euro de richesse en Europe. Elle est de 3 en Chine, elle est de 5 en Russie. Donc ça veut dire qu'elle est au moins la moitié en Europe de la moyenne mondiale. Identique, les émissions de gaz à effet de serre en France par mégawattheure produit est moitié de ce qu'elle est dans le monde. Donc c'est-à-dire que globalement aujourd'hui, avec les meilleures technologies et les meilleurs comportements, on pourrait pratiquement faire 4 fois mieux. Et donc ça me montre que moi je ne suis pas prêt à jeter le bébé avec l'eau du bain, abandonner à la société de croissance, mais plutôt à essayer de faire ce que j'appellerais du développement durable avec de la croissance soutenable. Alors continuons à explorer tous les aspects notamment de la COP26, parlons des transports. Jean-Luc Benamias, la France est en train petit à petit de se débarrasser des véhicules à énergie fossile, en tout cas des véhicules qui roulent à l'essence ou au diesel, alors ça va progressivement. Est-ce que si demain on passait à 100% d'électrique, eh bien on aurait complètement réduit, voire annihilé nos émissions de gaz à effet de serre ? Non, je crois pas. Là aussi, ça demande une diversification extrêmement importante. Chacun sait bien qu'on travaille sur l'hydrogène, pourquoi pas. Il y a des progressions possibles grâce à l'hydrogène. Après, encore une fois, quels sont les modes de circulation ? Moi, je suis pas pour baisser la circulation, surtout quand les gens veulent partir en voyage ou aller voir leurs parents, notamment. Et pourtant, ça pollue. C'est ce que nous disent vos camarades écologistes. Oui, mais pour le reste, on sait bien que, notamment la circulation en ville, la circulation automobile en ville, et c'est pas uniquement à Paris ou dans les grandes villes françaises, c'est dans beaucoup de grandes villes, on sait bien que cette situation-là ne peut pas durer, elle ne peut pas perdurer. Donc voilà, il faut arriver à moduler. Il y a toute la conception des transports doux, et surtout, on l'a vu dernièrement, on a enfin le gouvernement qui avait annulé le fret entre Perpignan et Rungis, là, remis en place pour les productions agricoles. Voilà, je pense qu'on a des possibilités. Alors, ça ne change pas tout, mais ça permet quand même d'avoir une diversification des modes de transport, et je crois que ça, c'est acceptable par la société. Je pense que nos concitoyens, pour une bonne part d'entre eux, ont quand même compris que les changements climatiques, les catastrophes climatiques par inondation, il n'y a pas une semaine depuis le début de l'été où dans différents pays du monde, mais aussi chez nous, on n'a pas eu d'énormes dégâts. Les dernières images de Sicile, la semaine dernière, sont incroyables. On croirait des films de science-fiction. Sérieusement, il n'y a même plus besoin de faire la science-fiction. On a les mêmes images. Bon, à ce niveau-là, je crois que les faits sont têtus. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a changement climatique. On sait qu'on va aller, malheureusement, vers des catastrophes naturelles assez importantes, si ce n'est très importantes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela ? Est-ce qu'on ferme les yeux ou est-ce qu'on se dit, bon,
on va essayer de baisser l'effet de serre, on va essayer de baisser les consommations. Et je le redis, la baisse de consommation des énergies fossiles est absolument obligatoire. Est-ce qu'on arrête de prendre l'avion ? Non, on ne va pas arrêter de prendre l'avion pour tout. Oui, pas pour tout. Philippe Charlez ? Alors je crois qu'effectivement, encore une fois, il y a moyen d'optimiser ces trajets. En gros, de moins le prendre. Bon, Paris-Marseille, c'est toujours légal. Paris-Bordeaux, ça ne le sera plus, par exemple. Oui, mais je crois que Paris-Marseille, on peut aujourd'hui le faire largement en TGV. Oui. Moi, je fais assez souvent des Paris-Nice en avion, c'est pas bien. Je ne le fais pas en train, tout simplement. Parce qu'on n'a pas la... Excusez-moi, j'allais dans votre sens. Paris-Nice aujourd'hui, quand vous prenez le train, c'est 6 heures. Oui, c'est ça. Vous m'avez pas laissé terminer. C'est ça. C'était voyage, ils sont d'accord. C'est ce que j'allais dire. C'est bien jusqu'à Aix-en-Provence et puis après, on double le temps. Mais s'il y avait effectivement un Paris-Nice qui durait 4 heures, par exemple, je prendrais le train. Vous préféreriez à chaque fois pour aller à Nice. Alors pour revenir sur les transports, je suis assez en phase avec vous. Donc c'est-à-dire l'électricité ne peut pas tout faire. Moi, je suis assez partisan, pour des raisons purement techniques, de l'électricité en urbain, en périurbain, et pour les plus longues distances et aussi les plus fortes puissances. Donc c'est-à-dire les camions, les bateaux et les avions, on peut difficilement utiliser l'électricité parce que les batteries, il y a un effet de taille qui devient absolument démentiel. Donc l'hydrogène apparaît être effectivement une solution. Donc moi je dirais électricité pour faible puissance, faible distance, et plutôt l'hydrogène pour longue distance, forte puissance. Et en matière de comportement, il y a également des sources d'économie énormes. Et donc vous preniez l'exemple du train et du camion. Il faut savoir qu'une tonne marchandise par train consomme 8 fois moins d'énergie que par route. Or, la route a explosé depuis 20 ans, alors que le train a diminué. Alors, pour des raisons simples en France, c'est la fiabilité de la SNCF et le coût. Et le coût surtout, parce qu'on ne paye pas très cher le billet de train, quoi qu'on en pense. Alors que... Là, je parlais de la tonne marchandise sur le fret. Effectivement. 0826 300 300. René nous appelle. Bonjour à vous, René. Bonjour, messieurs. Bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez d'où ? De Vabre, dans le Tarn. Dans le Tarn. Bon, est-ce qu'il faut tuer la croissance pour sauver la planète, ou est-ce que ces deux objectifs, on peut sauver les deux ? Eh bien, écoutez, voilà, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au monsieur qui m'a appelé. J'ai 86 ans. J'ai donc connu 3 périodes différentes dans ma vie, avant-guerre, pendant la guerre, après la guerre, et ça n'a pas été tout de suite l'abondance, mais après il y a eu les 30 Glorieuses. Et les gens qui sont nés pendant cette période-là n'ont pas connu les privations. Donc c'était l'abondance, on usait, on abusait. C'était normal. Et non pas parce qu'on était inconscient, mais simplement parce qu'on ne savait pas, quoi. On ignorait que les suites seraient désastreuses. Aujourd'hui, vous regrettez ? Maintenant, oui. Maintenant, oui, je regrette, oui, parce que j'ai des enfants et des petits-enfants. Et je me dis qu'on aurait peut-être dû un peu plus penser à eux, mais on n'était pas informés. Moi, je suis complètement ignorant dans ce domaine-là. Dans le domaine traité aujourd'hui, je suis un ignorant, mais la vie d'un ignorant, quelquefois, vaut aussi bien que la vie de gens soi-disant avertis. De toute façon, une vie vaut toujours une vie, ça on est d'accord, mon cher René. Ce matin, par exemple, j'ai entendu parler du glyphosate. Le monsieur qui répondait disait « mais on peut rien faire, on n'a rien d'autre, le glyphosate ». Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en débarrasse ou pas ? Pour l'instant, vous l'entendez. En tout cas, vous avez raison de le rappeler, mon cher René, puisque notre invité, qui est vice-président de la commission environnement de la FNSEA, expliquait que lui, il ne voyait pas comment se passer sur certains types de cultures du glyphosate. En tout cas, c'est le rendez-vous de la COP26 qui répondra à beaucoup de questions en rapport avec le changement climatique. Merci à tous les deux d'être intervenus. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans le débat de la semaine sur Sud Radio, Jean-Luc Benamias, membre de Place Publique, qu'on retrouve un de ces jours avec Valérie Expert dans les débats du 10h midi sur Sud Radio. Et puis Philippe Charlez, merci à vous. Je rappelle votre livre L'utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale. C'est publié aux éditions Jacques-Marie Lafon. Les amis, restez sur Sud Radio. On va continuer à parler de la COP26 dans un instant. Ce sera juste après le journal Sud Radio de Clémence Lobary, en compagnie d'une experte climat qui sera en direct de Glasgow, justement, où elle s'est réunie avec de nombreuses autres ONG et chefs d'État. Tout de suite sur Sud Radio.